Nous voici en ligne, je peux me permettre de me démasquer. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Miroiterie, un lieu inauguré il y a tout juste un an, témoin de l'activité industrielle et artisanale d'Ivry-Port, qui est un symbole de l'histoire, mais aussi donc un ferment de l'avenir, puisque c'est désormais l'espace de concertation du projet Ivry Confluence, maison du projet, lieu d'incubation pour des activités, puis lieu ressources pour les habitants. On aimerait vous y voir véritablement ce soir, mais je ne vais pas vous faire un dessin, c'était évidemment impossible. D'où cette formule digitale, au doigt et à l'œil, une formule inaugurée avec succès par les mardis du maire et des élus. Bravo à ce propos au service public municipal pour sa mobilisation. Des réunions dans le strict respect des mesures sanitaires. J'ai tombé le masque pour m'adresser à vous, mais il reste de rigueur, de même que les distances entre les intervenants, l'aération, le gel hydroalcoolique. Et puis, les mesures sanitaires nous privent ce soir de la présence de monsieur le maire, puisqu'il a été déclaré cas contact, et donc il est en confinement à l'isolement. Je ne doute pas qu'il nous regarde actuellement. Aussi, à travers l'écran, je lui adresse un chaleureux salut. L'important ce soir, c'est de maintenir le lien, de nourrir les échanges, d'avoir un point d'étape avant la présentation au premier trimestre des nouvelles orientations du projet. Alors, comment va se passer cette réunion un peu particulière, cette e-réunion? Eh bien, d'abord, une demi-heure de présentation avec les élus, la maîtrise d'œuvre, l'aménageur, SADEF 94, pour faire le point sur où on en est exactement. Et puis, donc, une demi-heure, ça veut dire 10 minutes chacun. Il faudra s'y tenir pour pouvoir réserver un long moment aux échanges, environ une heure à partir des questions que vous avez d'ores et déjà posées sur la plateforme citoyenne Ivry et moi, à mon avis, mes idées, et puis sur les commentaires aussi que vous laisserez en direct sur le fil Facebook. J'essaierai d'avoir l'œil attentif sur la tablette qui est juste devant moi et de ne rien oublier. Alors, nous sommes privés du maire. Lui-même est privé de sortie ce soir, mais nous avons avec nous son premier adjoint, Romain Marchand, adjoint délégué à l'aménagement. Je vous propose ce soir de nous limiter peut-être aux délégations qui concernent notre sujet. Ça va être plus efficace. Donc, Romain Marchand, je ne dis pas toutes vos responsabilités. On va se concentrer sur celle-ci. J'aimerais avec vous d'abord qu'on se resitue, mais peut-être on verra que c'est un travail partenarial, mais que c'est aussi un travail d'équipe, et en particulier au sein de l'équipe municipale. Il y a des élus avec vous aussi. Peut-être vous pouvez commencer par faire les présentations. Oui, alors bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et effectivement, on est amené à se réunir dans des conditions un petit peu particulières. À Ivry, on a plutôt l'habitude de salles chaleureuses pour présenter les projets urbains, mener les concertations, pouvoir échanger en permanence sur la conduite de ces projets avec les habitants. Et puis là, on est contraint à ces formats qui sont très frustrants, je pense, pour les Ivriens et les Ivriennes qui nous regardent. Mais soyez-en certains, c'est frustrant pour nous aussi parce qu'on est en train de s'adresser là à des caméras. Bon, il y a un animateur qui, heureusement, apporte un petit peu d'humanité dans ce décor, mais c'est un exercice extrêmement perturbant. Donc ce soir, effectivement, le maire ne peut pas malheureusement être là. Je vous rassure, il va bien, il est en bonne santé, il est en contact permanent avec l'équipe municipale et avec ses collaborateurs. Et donc je suis accompagné pour l'équipe municipale de Stéphanie Delafoy, qui est maire adjointe, co-déléguée au quartier d'Ivry-Port, et Alain Buche, qui est également maire adjoint, co-délégué au quartier d'Ivry-Port. Et donc nous allons ce soir avoir la responsabilité de représenter le maire et l'équipe municipale. Voilà. Alors donc, où en est-on dans ce processus relancé lors des assises de la ville, avec depuis un certain nombre d'autres étapes franchies, et puis un nouveau mandat pour la municipalité il y a quelques mois? Oui, alors c'est vrai que on a coutume de dire dans les dernières réunions qu'on a faites sur Ivry Confluence que tout le processus qu'on a enclenché depuis quelques mois maintenant prend ses racines dans les assises de la ville, effectivement, que nous avons tenues en 2017, un grand moment de démocratie locale, à l'occasion duquel on a pu vérifier, notamment lors d'une réunion publique que beaucoup d'entre nous gardons en mémoire à l'école, au gymnase Rosaline Franklin, une réunion publique qui nous a
voilà, ébranler dans un certain nombre de questionnements des choses qu'on avait déjà entendues dans d'autres réunions, mais avec une intensité beaucoup plus forte et qui nous a convaincus, avec le maire, avec l'équipe municipale d'alors et puis avec notre aménageur SADEF 94, que le temps était venu de donner un second souffle à ce projet et de renouveler l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine. Alors c'est un sigle qui n'est pas forcément très parlant pour tout le monde, mais en clair, ce sont les urbanistes et toutes les compétences associées qui travaillent sur la définition du projet urbain, des différents îlots, et qui accompagnent l'aménageur et la ville dans la conduite de ce projet. Et donc à l'été 2018, juste après les assises de la ville, on a pris la décision de changer cette équipe de maîtrise d'œuvre, de ne pas renouveler le contrat de l'équipe précédente et d'en désigner une nouvelle. Et on a initié un processus de désignation qui a donné lieu d'ailleurs à une audition citoyenne des 5 équipes qui étaient candidates, qui a eu lieu en février 2019, qui avait rassemblé beaucoup de monde et qui avait été un moment vraiment passionnant. Et à l'issue de ce processus, qui a duré lui aussi un certain nombre de mois, en aménagement, souvent les choses prennent plus de temps qu'on a coutume de le souhaiter. C'est l'équipe conduite par UAPS. Je dis conduite par UAPS parce que Anne-Mi présentera tout à l'heure toute son équipe, mais c'est une équipe véritablement pluridisciplinaire dans laquelle l'agence UAPS est un peu le chef de rang, on va dire, ou le mandataire, c'est un peu technique, mais voilà, le capitaine de l'équipe, on peut le dire comme ça. Et donc, c'est une équipe pluridisciplinaire qui s'est mise au travail dès sa désignation et qui, depuis 1 an et demi maintenant, travaille à adapter le projet urbain à ce que nous avions entendu dans les assises et qui était dans le cahier des charges, et puis aussi à leurs propres idées, à leurs propres ambitions pour ce quartier. Et donc, au mois de février, des premières réflexions avaient été présentées aux habitants à la Maison de la Citoyenneté Jean-Jacques Rousseau. Et ce soir, le but de l'exercice, c'est de repartager, ils ont continué de travailler depuis le mois de février, donc de repartager un certain nombre des grandes idées qui guident leur travail, mais aussi de commencer à discuter de comment cette modification du projet urbain va s'impacter dans la programmation de l'opération et dans ses différents équilibres, puisque effectivement, en fonction de comment le projet urbain s'organise, eh bien, ça peut nous amener à questionner la programmation en tant que telle. Est-ce qu'il faut faire autant de bureaux que ce qu'on avait prévu? Est-ce qu'il faut faire des logements différents, modifier la part de logements sociaux dans l'opération, modifier la question des prix de sortie qui sont à Ivry très maîtrisés? Tout ça a des impacts évidemment très important sur qu'est-ce qu'on construit et pour qui on construit. Et donc c'est ce travail-là que nous avons engagé, que nous souhaitons partager avec les habitants et qui trouvera une issue dans le début de l'année 2021. Voilà. Pour faire ce travail-là, et ce sera mon dernier mot pour ne pas être trop long, évidemment, il faut un cadre politique parce qu'on ne peut pas comme ça discuter de chiffres si on ne sait pas dans quelle direction on veut aller. Et le cadre politique que nous souhaitons poser avec l'équipe municipale, qui est celui qui a été présenté dans la campagne des élections municipales, il s'articule autour de 4 ambitions pour ce quartier. Et qui nous semble devoir guider tout le travail qui est engagé. La première ambition, c'est agir pour le droit à la ville pour toutes et tous. Il s'agit évidemment pas de considérer que Ivry, le maire le dit souvent, si on voulait faire d'Ivry une ville où on construit des logements de standing et faire de nos opérations d'aménagement des opérations juteuses pour la ville qui rapportent beaucoup d'argent, ce serait pas très compliqué et ce serait possible puisqu'aujourd'hui la demande de logement et la pression sur les prix de l'immobilier est telle qu'on pourrait avec nos opérations d'aménagement faire des choses beaucoup plus profitable en termes économiques à la ville. Évidemment, socialement, ce ne serait pas la même affaire puisque ce serait une ville inaccessible à la plupart des classes populaires. Et quand je dis ça, j'ai l'air de dresser un épouvantail, mais quand on regarde autour de nous, beaucoup de villes, malheureusement, ont fait ce choix-là. Alors souvent, elles ont un maire d'une couleur politique différente de celui du maire d'Ivry, mais beaucoup de villes ont fait ce choix-là. Et se loger dans toutes ces villes aujourd'hui devient très compliqué pour de plus en plus de gens, et notamment pour les classes populaires. Donc nous, on veut qu'Ivry reste une ville accessible à tous, et ça, c'est la première ambition. La deuxième, c'est que, évidemment, il faut que ce projet il puisse contribuer à la nécessaire transition écologique dans laquelle nous sommes engagés. Il y a des défis climatiques qui sont très lourds devant nous. Je le dis sans aucun état d'âme.
nous avons des progrès à faire de ce point de vue-là, et c'est l'une des orientations que nous avons données à l'aménageur et à la nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre, de nous aider à progresser de ce point de vue-là et à faire en sorte que ce quartier et cette ville puissent devenir exemplaires dans la contribution à la transition écologique que nous souhaitons engager. Troisième enjeu, troisième ambition, c'est un équilibre habitat-emploi qu'on souhaite conserver pour, comme le dit souvent Philippe Boussou, être ni une ville-usine, ni une ville-dortoir. On ne veut pas qu'Ivry cède à la pression immobilière et abandonne toute idée de faire venir des emplois. Aujourd'hui, on a un équilibre de ce point de vue-là qui à Ivry est plutôt pas mauvais, puisqu'il y a beaucoup d'emplois à Ivry. Il y a plus de 33 000 emplois dans cette ville. Et donc cet équilibre, non seulement on veut le conserver, mais on veut le développer avec ce projet Ivry Confluence. Et puis, évidemment, tout ça doit se faire, c'est la quatrième ambition, en maintenant un haut niveau de service public. Ivry est une ville reconnue depuis toujours pour la qualité de ses politiques publiques et de ses services publics. Et donc, on souhaite que dans les projets d'aménagement que nous conduisons, ce haut niveau de service public puisse être maintenu avec un petit peu plus d'habitants, puisque nous serons demain un peu plus nombreux, mais c'est une des conditions aussi pour bien vivre ensemble. Merci Romain Marchand. À vos côtés, la SADEF 94, son directeur général, qui est Christophe Richard, accompagné également ce soir de Fatima Moudi, qui est directeur opérationnel adjoint pour le projet. Même question finalement qu'à Romain Marchand, Christophe Richard. Où en sommes-nous? Où en êtes-vous du travail mené avec la ville? Alors, le boulot de SADEF 94, c'est de faire cette interface, de traduire dans l'opérationnel, de mettre à disposition le foncier pour permettre de développer le projet et les ambitions qu'a rappelé Romain Marchand. Sans remonter trop loin, mais en 2019, quand l'équipe de maîtrise d'œuvre fraîchement désignée s'est approprié le projet urbain, d'importantes questions se sont posées avec quelques conséquences. Parmi celles-ci, il nous a été proposé de remettre en cause un certain nombre de projets déjà engagés. De ce point de vue-là, par exemple, ça a été ma première rencontre avec la maîtrise d'œuvre. Je n'avais pas encore rencontré. J'arrivais à SADEV et un jour de jury, on nous a dit non, il ne faut pas désigner ce projet. C'était le 3P1 3Q pour les experts. Il ne faut surtout pas désigner parce qu'on a d'autres ambitions, d'autres projets. Donc voilà, malgré tout, ça se passe bien avec la maîtrise d'œuvre, mais ça a été un petit peu compliqué. Mais plus précisément, ils ont eu le souhait de libérer, ils l'expliqueront beaucoup mieux que moi, les bords de Seine et de revoir un certain nombre de constructibilités. SADEV alors a pris la décision de concert avec la ville et dans l'intérêt du projet pour permettre à la nouvelle maîtrise d'œuvre urbaine de développer l'ambition qu'elle avait, SADEV a pris la décision de différer un certain nombre de programmes, voire de les repositionner sur d'autres secteurs géographiques. Les logements aux abords de Prud'hon, dont les gabarits ont été revus, la programmation de l'îlot 4E et le repositionnement de projets, je l'évoquais, aux abords du parc sur l'îlot BHV. Par ailleurs, l'équipe de maîtrise d'œuvre a manifesté certaines inquiétudes relatives à la programmation. Au-delà de la difficulté à capter suffisamment de mouvements d'entreprise pour remplir la programmation de bureaux qui était envisagée sur les îlots BHV et Gambetta, le caractère par trop sectorisé du projet laissait craindre une fracture urbaine au niveau de ce qu'on peut qualifier de bande centrale au sein du projet et le risque avec d'un côté le quartier résidentiel en bord de Seine et de l'autre un quartier, un reste isolé par une continuité de bureaux, on va dire, dans la bande centrale qui existait. C'est voilà, sur cette axonométrie-là, tout ce qui figure en rose. Voilà, et qui était susceptible de faire une fracture dans la ville. Voilà. Donc, si on change de slide, l'équipe de maîtrise d'œuvre nous a donc proposé de bien plus mixer les destinations à l'échelle de chacun des îlots, en conservant néanmoins
des polarités autour des nœuds de transport en commun que sont la place Gambetta et la gare du RERC. Cela nous a conduit à re-questionner en profondeur l'objectif fixé il y a 10 ans de produire 650 000 m² de programme économique sans pour autant remettre en cause, et Romain Marchand rappelait l'importance que cela a pour la ville, remettre en cause la création massive d'emplois qui est un élément bien évidemment essentiel du projet. Alors on a retravaillé cette question-là et on s'est aperçu qu'en fait il fallait prévoir 10 m² d'activité tertiaire, on parle des bureaux, pour permettre en moyenne de générer un emploi. Les activités secondaires, les commerces, les services, ce sont plutôt 50 m² en moyenne avec une plus grande variabilité. La nouvelle programmation qui est proposée, certes, voit une diminution importante du nombre de m² d'activité du projet. Elle ne remet pas du tout pour autant en cause les grands principes de la création de 18 000 emplois, directs ou indirects, mais qui reste un objectif de la ZAC Ivry-Confluence. En d'autres termes, les ratios pris en compte il y a 10 ans pour définir les surfaces par destination sont aujourd'hui totalement obsolètes. Ce nouveau projet, Ivry-Pop, est l'aboutissement de longs mois de travail. Dans un contexte sanitaire pour le moins compliqué, chacun le comprendra. Il ne propose pas de revoir la densité globale des constructions à la baisse ou à la marge, mais de réfléchir beaucoup plus finement au positionnement plus judicieux des immeubles, avec de fait un transfert de l'est vers l'ouest dans le projet, et d'interroger les gabarits et destinations programmatiques des constructions en considérant que l'environnement et en prenant en compte l'environnement et les usages d'une ville, on pourrait qualifier au service du vivant. Ces 10 années se sont écoulées, 10 années pourtant se sont écoulées depuis le démarrage de la ZAC Ivry-Confluence. Et c'est également le bon moment pour actualiser minutieusement le bilan de l'opération, moderniser le programme des équipements publics, entreprendre de nouvelles démarches participatives. Plusieurs sont en cours d'expérimentation. L'amorce du réaménagement des berges avec la guinguette du port cet été, qui a permis d'accueillir toute la richesse et la diversité ivrienne, et qui se poursuivra sous d'autres formes dans les mois à venir. Nous sommes en train d'y travailler avec Stéphane Juguet, ils le développeront, mais aussi avec notre paysagiste qui a à cœur d'entamer une préfiguration de ce vaste parc en bord de Seine. De nouvelles formes d'implication citoyenne verront le jour aussi. Des jurys qui n'ont pas été annulés mais décalés pour les programmes résidentiels aux abords du square Prudhon, la réalisation de films permettant en lieu et place de réunions publiques, comme ce soir, de présenter le projet, comme ce fut antérieurement le cas sur le projet développé autour du village audiovisuel par le studio Kremlin. Nous ne sommes pas au bout de ces démarches et il nous semble que la concertation prônée par Stéphane Juguet pourrait prochainement être mise en œuvre sur l'îlot BHV qui sera le premier riverinage, ce sera détaillé ultérieurement, qui rassemble largement les enjeux de la démarche Ivry-Pop. Nos préoccupations actuelles sont multiples, elles sont nombreuses et il y a de forts enjeux. Finaliser, par exemple, un nouveau bilan économique adossé à ce projet Ivry-Pop. Des discussions sont en cours avec la municipalité. Quels nouveaux équipements prévoir en accompagnement de cette programmation? Quels changements introduire dans le montage des projets? Par exemple, redonner à l'avenir la maîtrise d'ouvrage aux bailleurs sociaux. Quel est le plus juste niveau d'investissement des collectivités locales, tant du point de vue financier que dans celui de l'animation du quartier? Et quels moyens ces collectivités ont-elles à mettre au service reste toujours un sujet. Quelle maîtrise opérer au regard de l'évolution naturelle des prix de l'immobilier? Autant de questions qui viennent, vous le voyez, recroiser celles posées par Romain Marchand tout à l'heure. Et puis, poursuivre sans interruption la mise en œuvre de la ZAC Ivry-Confluence avec ce souci d'être agile, d'expérimenter, de donner les moyens à nos concepteurs de concrétiser leur manifeste urbain sur lequel on va revenir. Merci Christophe Richard.
Effectivement, beaucoup de questions, beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir revenir parce que tout ça est un peu vaste et peut-être difficile à appréhender comme ça en bloc. Je me tourne à présent vers la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire ceux qui pilotent pour le mener à bien le projet en le nourrissant de leurs réflexions en lien avec les partenaires, la ville, l'aménageur et puis en concertation permanente avec les habitants. Concertation, j'ai entendu que Christophe Richard a employé le bon terme. Je sais qu'il vous est tout à fait précieux, Stéphane Juguet, mais vous l'expliquerez. Je me tourne d'abord vers Annemie Depeut, qui est architecte, urbaniste et qui est la responsable de l'agence mandataire, comme on l'a dit il y a quelques instants, UAPS. Mais donc c'est une affaire d'équipe, là aussi, et vous êtes venu avec beaucoup d'équipiers, et je vais vous demander, comme à Romain Marchand pour les élus, de les présenter, s'il vous plaît. Oui, bien évidemment, je suis venue avec l'équipe parce que c'est un travail où chaque élément du projet est important et chaque discipline a la même importance. Il n'y a pas de hiérarchie. Je suis dans le désordre à ce moment-là avec à côté de moi Stéphane Juguet de l'équipe What Time Is It, que certaines personnes connaissent déjà. Mon coéquipier en urbaniste, c'est Maxime Lefranc de ACLA. On travaille vraiment ensemble comme un super duo, le projet ensemble en ce qui concerne les espaces publics et l'urbanisme proprement dit, et en étroite collaboration bien évidemment avec Mathieu Rouvière de Base, qui est venu exprès de Lyon aujourd'hui, mais qu'on voit très très régulièrement et qui connaît presque mieux que moi le projet parce qu'il arpente toutes les rues pour comprendre la totalité de ce territoire. Et bien évidemment, très important pour nous ce soir, la présence de Florian Dupont de ZEFCO, qui est notre bureau d'études en environnement durable, parce que comme Romain l'a dit, on est dans une transition écologique, le bilan carbone, le changement climatique, tout ça, ça nous concerne. Il faut que ce soit suivi de près et ça va bien évidemment avoir une empreinte sur la stratégie urbaine de Ivry Pop City. Merci. Maintenant, je vous propose de présenter les propositions urbaines que vous aviez exposées en février. Alors, on ne va pas tout reprendre, mais nous donner l'essentiel pour nous rafraîchir la mémoire. Donc, ces nouvelles propositions urbaines qui guident actuellement le projet. Annemie Depeut, je vous laisse avec vos équipiers nous présenter les différentes choses. D'accord. Alors, avec le premier slide, le Ivry Pop City, c'est la stratégie urbaine qui s'est traduite dans un manifeste et qui va être présente avec les pop actions à la miroiterie et accessible à tous dès qu'on le peut. C'est la ville pop, c'est la ville P de paysage, O original parce qu'on n'est pas dans un système urbain comme on pourrait attendre dans certaines ZAC qu'on connaît bien. Et puis le P de productif parce qu'effectivement, on veut que cette ville reste populaire, une ville inclusive, accessible pour tous. Alors, une des premières choses qu'on a fait dans le prochain slide, c'est qu'il fallait peut-être revoir la position de la Seine pour Ivry. Ce projet est davantage un projet pour tout Ivrien. Et l'acte fondamental qu'on a créé, c'est un cas extraordinaire pour une ville près de Paris et avoir accès à la Seine, c'est de dire la Seine, elle est pour toutes. C'est-à-dire une Seine comme un parc, comme un grand espace public accessible à tout le monde, qui rayonne d'abord à l'échelle d'Ivry, à l'échelle du quartier, et bien évidemment va aussi rayonner à l'échelle métropolitaine. Mais Mathieu, qui va en dire plus? Je te laisse la parole. Merci Annemie. Peut-être qu'on peut passer donc à l'image d'après pour en effet comprendre ce système de Seine aujourd'hui qui est presque un canal lui-même industriel dans ce territoire industriel très coupé de la ville d'Ivry, de son quartier d'Ivry-Port par ces grands événements industriels, par ce système viaire très présent, pardon. Et donc là-dessus, on se re-questionne sur son identité et sur sa place avec, donc on le voit sur l'image d'après, sur la question de ce parc qu'on souhaite poser ici, qui affirme vraiment une situation géographique et paysagère unique, même en Ile-de-France, avec cette vision d'une confluence située en plus sur un territoire, sur un coude de la Seine, sur un territoire convexe, qui offre vraiment cet horizon du grand paysage tout à fait remarquable, où on peut donc comprendre
l'ancrage territorial de ce parc et son accroche à la ville derrière pour créer ici un véritable poumon vers un véritable espace de respiration et de fraîcheur pour la ville. Ce parc participe aussi à la mise en valeur et à l'activation de tout ce patrimoine industriel ou faubourien qui le ponctue. On voit ici l'usine CPCU qu'on connaît très bien avec sa cheminée, le Saint-Raphaël, les usines élévatoires, tout ça participe amplement au projet du parc. Ensuite, il y a la question d'un parc comme un lieu de détente qui est l'image d'après, où pour le coup, on se questionne vraiment sur l'usage d'un parc urbain qui vient vraiment faire le relais du parc des Cormailles ici à Ivry-Port, avec toute cette opportunité de grands espaces libres, de grands espaces ouverts aux usages, aux programmations. On a la volonté peut-être d'installer des grands espaces libres ouverts à l'appropriation spontanée, ouverts à des équipements sportifs très programmés. Tout ça devient du coup un lieu des possibles. C'est là aussi où on est ici avec vous aujourd'hui, c'est pour construire tous ces possibles entre ces espaces vides, ces espaces libres et ces espaces très programmés qu'il faut vraiment qu'on arrive à définir ensemble sur des programmations sportives, ludiques, biodiversité. Tout ça, ce sont des choses à calibrer dans ce vaste parc de Seine. Et puis, ce lieu des possibles, c'est aussi la question, donc, sur l'image d'après, du coup, excusez-moi, voilà, sur l'appropriation de ces espaces libres, peut-être sur l'événementiel, sur l'occupation temporaire. On a vu cet été, en effet, avec la guinguette, une première dimension de ce que peut devenir ces espaces capables du parc. Et puis, en dernier lieu, sur l'image d'après, on a bien sûr ce parc comme lieu de promenade. C'est un espace qui se promène, qui se déambule, qui s'adresse aussi forcément beaucoup au quartier d'Ivry-Port par ces cheminements transverses est-ouest qui viennent raccrocher la Seine et le parc au quartier par toutes ces allées de Seine qui ponctuent le quartier. On le verra après. Et puis surtout par la présence de cette bande active qui est la flèche un peu plus grande, un peu plus épaisse, qui est donc à l'articulation plutôt en arrière du parc. La volonté étant aujourd'hui de libérer plutôt le front de parc, peut-être contrairement à ce qu'on pourrait faire un peu classiquement sur d'autres territoires, libérer le front de parc pour au contraire avoir des espaces d'appropriation, des espaces de contemplation et plutôt des espaces actifs, mobilité, programmation, plutôt donc en arrière du parc. Et puis on le verra peut-être sur un temps beaucoup plus long aussi proposer des parcours en bas, sur les berges, vraiment au contact direct de l'eau. Donc voilà un peu pour dresser ce premier portrait du parc. Si on continue le prochain slide, s'il vous plaît, le prochain chapitre, c'est que chaque membre du groupement est en quelque sorte fasciné par la ville d'Ivry et on pense qu'on peut apprendre beaucoup. C'est une sorte d'enseignement, que ce soit dans les formes urbaines à travers l'histoire. Il y a le patrimoine historique de très long terme, mais aussi un patrimoine assez récent du XXe siècle, que ce soit ce qu'on apprend des habitants et ce qu'on apprend de ce qu'ils y font, ce qui leur manque, ce qu'ils ont envie d'avoir, et aussi ce qui s'y fait. Ce qui s'y fait par la production qui est déjà là, et celle qui est peut-être pas encore très connue, mais qui émerge. Et pour cela, je laisse la parole, bien évidemment, à Stéphane. Alors, on va passer à la slide suivante. Bonjour à tous, au préalable. On a parlé des humains. Alors c'est vrai que la ville est faite de volume, elle est faite de voiries, de réseaux, elle est aussi faite de gens. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle est, je crois, à l'image du territoire. Elle est pleine de diversité, elle est souriante, elle est généreuse, elle est diverse, elle est plurielle. Bref, elle est attachante en fait. Et c'est vrai que ces images, elles viennent d'où? Elles viennent d'une opération qu'on a mis un petit peu au dernier moment. On s'est engagé dans un projet un peu fou qui était de réveiller ce bâtiment qu'on appelle l'usine des eaux, qui était fermé depuis 10 ans et qui se trouve vraiment à proximité de la Seine. On avait une commande politique qui consistait en fait à repartir à la reconquête de la Seine. Et donc, avec les services à la fois de la ville, je pense à la démocratie locale, mais également à la communication et bien entendu de la SADEV,
on a relevé le pari et surtout, cette histoire n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu tout ce tissu associatif qui nous avait vivement ou grandement aidé dans l'activation de ce site. Donc voilà, c'est le produit de l'activation, de l'action, comme on parlait de concertation. Là, on est dans l'agir, hein, on n'est pas dans le dire. On met en œuvre des actions qui ont permis de révéler ce bout de territoire qui était un peu oublié. Et pendant un mois, durant la guinguette, on a révélé que ce territoire avait un potentiel. Donc forcément, on se pose la question de qu'est-ce qu'on pourrait y faire pour l'été prochain. L'idée qui a été la nôtre, c'était de ne pas forcément rester uniquement sur la guinguette, mais de pouvoir étendre la réflexion sur les bords de Seine. Donc on va lancer un grand atelier qui va s'appeler « Les Halles entrent en scène » et on compte bien y associer tous ceux qui nous ont aidés, notamment le tissu associatif, à essayer de relever ce second défi. Slide suivante. Autre point, après cette dimension populaire, cette dimension profondément humaine, c'est cet attachement, on l'a vu, hein, à la ville dite productive. En gros, j'aurais envie de dire au travail. Au travail, alors il y a de la ressource hein, sur ce territoire. Il y a déjà quelques filières. On a la filière de la transformation alimentaire, on a la filière de la logistique, Axelis, demain Sogaris. J'aurais envie de dire aussi la filière de la micro-logistique, celle qui est rendue possible aujourd'hui par le vélo. On a bien entendu, et je dirais que la mise en scène ici à la Miroiterie en témoigne, l'attachement à l'audiovisuel, à cette filière, on a évoqué hein, le studio Kremlin avec Ivry Wood, un projet qui est en cours, et on a également cet attachement à ces artisans et voir ces néo-artisans qui posent plein de problématiques. Mais il y a une autre filière, en tout cas, qu'on va travailler avec ZEFCO, notamment, qui est la filière du réemploi. Cette filière du réemploi, elle est intéressante parce que forcément, elle pose la question de comment faire de nos déchets des ressources demain. Et donc, on a là aussi sur ce territoire, je dirais, une variété d'acteurs qui sont des pépites pour nous. On pourrait parler de la pagaille, on pourrait parler de Stéphane Chanclan qui met en place le marbre d'ici, on pourrait parler de plein d'autres en fait. Hein. Je n'ai pas envie de les citer tous, mais quoi qu'il arrive, on souhaiterait mettre en place un atelier dédié à cette filière du réemploi qu'on a appelé Pépites. Et l'enjeu, c'est de repérer justement toutes ces pépites sur ce territoire, de les relier pour essayer de les mettre en cohérence à travers cette notion de filon. Et on part du principe que ces filons sont certainement peut-être l'occasion d'imaginer les filières de demain. Merci Stéphane Juguet. Annie Depoit. Florian va continuer dans la même lignée. Alors on va rapidement. passer à la slide suivante. Bon, pour commencer, je pense que c'est très important de dire que Ivry Confluence, c'est une opération qui a vraiment du sens d'un point de vue environnemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des grands enjeux de la ville, c'est de reconstruire la ville sur elle-même. Je pense que c'est important de dire aux habitants aujourd'hui, parce que c'est vous qui subissez les chantiers, en fait, tout ça a énormément de sens. C'est-à-dire que le grand enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à reconstruire la ville sur elle-même. Et reconstruire la ville sur elle-même, c'est aussi l'idée de dire qu'on va réutiliser les matériaux. C'est-à-dire que ce qu'on va démolir, on va essayer de le réinjecter dans les espaces publics, dans les bâtiments. Et donc tout le travail sur le réemploi qu'on est en train de faire, c'est un travail où on essaie d'activer tout l'écosystème de la ville d'Ivry. C'est-à-dire que la SADEV va s'y mettre, mais on essaie aussi de créer de l'emploi localement sur ces thématiques-là. Ça, c'est cette grande idée de reconstruire la ville avec la ville. Dans cette grande idée aussi de dire qu'on doit être sobre parce qu'il y a ce grand enjeu climatique qui arrive devant nous et qui nous oblige à être très économe en tout, en matière, donc à faire fruit de toutes ces petites pépites. Il y a l'idée aussi de changer les habitudes, les modes de consommer. Et un des points auxquels on croit beaucoup, c'est la question de la mobilité. On l'a dit tout à l'heure, on veut que les gens puissent continuer à travailler et habiter à Ivry pour ne plus avoir besoin de trop se déplacer. Et que quand ils se déplacent, ils puissent le faire de préférence à pied et à vélo. Et ça, c'est une culture qu'il faut qu'on arrive à créer. Et ça, on veut le faire évidemment avec vous parce que c'est un changement de mode de vie. Et donc, on veut créer les espaces qui permettent ça, mais aussi vous donner envie de le faire. Et le dernier élément, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est la nature. Aujourd'hui, on sait que demain, il fera plus chaud, donc on a besoin qu'il fasse plus frais. Et ça, c'est la nature qui va nous y aider. Et on sait aussi qu'on a envie d'être bien dans ces villes, même quand on y est parfois confiné, obligé de rester. Et là-dedans, la nature va jouer un rôle très, très important. Et c'est pour ça qu'on va porter notre attention sur la gestion de l'eau, les trames vertes, les trames noires, c'est-à-dire les endroits où la faune peut vivre dans la ville. Et donc, travailler cette nature urbaine très, très finement pour qu'il y ait un petit écosystème qui se développe dans nos villes qui sont encore un peu trop urbaines. Merci Florian.
Anne-Mi, un dernier mot? Oui, sur le slide suivant, pour aller dans la question de la nature, comment mettre de la nature et beaucoup de nature à Ivry quand les voiries sont truffées de réseaux? Eh ben, nous, on est fascinés par les grands îlots, on l'a toujours dit, les grands îlots qui sont l'histoire de cette ville, là, les grands tenants industriels qui étaient très souvent très fermés, ben, avec les ivrinages, qui est un jeu de mots sur le concept nordique du béguinage, où les béguins habitaient autour d'un grand cœur vert, un grand parc ou square vert. Ben, c'est notre originalité dans ce projet-là que Maxime va expliciter. Oui, en effet, ici on est sur un ancien territoire industriel, encore en activité à beaucoup d'endroits. Et en fait, il a la particularité, ce territoire, d'avoir des grands îlots qui font parfois 3, 4, 5 hectares et qui abritaient donc les entrepôts du BHV, les usines de Philips et encore aujourd'hui l'entreprise Axelis par exemple. En fait, nous, on pense que ces îlots, c'est vraiment une chance de les avoir et d'avoir cette taille-là. Anne-Mi le disait à l'instant, les rues et les trottoirs sont remplis de réseaux de distribution qui alimentaient la ville, mais aussi qui alimentaient Paris, parce qu'on est en limite sud. Et finalement, ces grands îlots, eux, ils sont dépourvus de réseau. Donc ici, on peut planter, et ça rejoint ce que disait Florian, on peut retrouver des espaces de fraîcheur, et c'est le but du projet. Donc on vient ouvrir ces îlots, mais on vient les ouvrir aux piétons et aux vélos, et on ne vient pas, par contre, les ouvrir aux voitures. L'idée, c'est de les préserver des voitures et d'en faire des espaces traversables pour relier la ville. Donc on peut peut-être passer à la slide suivante. Et donc un petit peu à l'image du modèle nordique du béguinage, on vient autour de ces grands îlots développer différentes formes et différents types de bâtiments qui peuvent avoir différentes tailles. Et on peut retrouver des immeubles collectifs, on peut retrouver des sortes de maisons de ville. On peut trouver des immeubles pour travailler, pour produire aussi, des équipements et générer comme ça des ambiances de quartier à l'échelle des îlots et tourner autour d'un grand cœur vert de fraîcheur. C'est des lieux de rencontre à l'échelle des quartiers. On peut passer à la slide suivante. Donc, les principaux qu'on a identifiés, ce sont l'îlot BHV, l'îlot Gambetta, l'îlot qu'on a appelé l'îlot Lampe, là où se trouve l'entreprise Axelis, et l'îlot Avenir, où se trouve notamment le studio Kremlin. Ces lieux de fraîcheur, ils sont plantés de manière dense, ils recueillent aussi les eaux pluviales et ils ont un maximum de pleine terre. Slide suivante. Donc, Mathieu l'expliquait tout à l'heure, on a le parc en bord de Seine, on a ces grands îlots avec ces cœurs verts, ces ivrinages, c'est la réinterprétation du mot béguinage appliqué à Ivry finalement. Et donc l'enjeu du projet, c'est de relier ces grands éléments, cette grande armature paysagère, avec des parcours qui vont permettre d'articuler les différents quartiers. Donc on a des parcours est-ouest, qu'on a appelés les allées de Seine, qui vont permettre de connecter le centre-ville d'Ivry jusqu'à la Seine. Et puis on a les parcours plutôt nord-sud, qu'on a appelés les traverses du quotidien, qui, elles, passent à travers ces grands îlots, relient les différents équipements de quartier et permettent de constituer un maillage pour les mobilités douces et les habitants. Et puis enfin, si on passe à la dernière slide cette fois-ci, on ponctue l'ensemble de ces parcours de micropolarités. On sait qu'il va y avoir beaucoup d'habitants qui vont arriver sur ce nouveau quartier. Donc l'enjeu, c'est d'apporter des nouvelles offres de proximité, que ce soit des commerces, des services, des équipements, pourquoi pas des locaux un peu hybrides qui permettent d'accueillir des recycleries, des lieux partagés, des lieux autour du compostage. Il y a beaucoup d'idées qui sont mises sur la table. Et puis le tout est organisé autour d'un espace public qualifié avec des nouveaux usages pour les habitants et également des éléments remarquables du patrimoine industriel qui sont requalifiés et qui peuvent accueillir une partie de la programmation qui a été évoquée précédemment. Et pour conclure, je remercie beaucoup la ville et la SADEV qui nous ont laissé
prendre la partie pris quand vous voulez prendre, parce que ça a été quand même un grand risque. Comme disait Christophe Richard au départ, on a quand même gelé 3 concours, il me semble. La confiance qu'ils ont en nous, et nous, on est très heureux qu'on puisse avoir cet échange ce soir avec les habitants, parce qu'avec le Covid, c'est très difficile pour Stéphane et pour la miroiterie d'avoir un contact. Et pour nous, aujourd'hui et ce soir, c'était très important d'être à l'écoute de tous. Je vous remercie. Merci Anne-Mie. Je signale au demeurant une très intéressante interview de Stéphane Juguet. Donc on a entendu il y a quelques instants sur le site du collectif Urbanique. Voilà, une longue interview dans laquelle vous expliquez votre démarche et que j'invite tout le monde évidemment à aller lire. Alors, beaucoup de questions. On vient maintenant donc aux réactions des habitants, à vos interventions. On a été un petit peu plus long que prévu, donc il va falloir maintenant sur les réponses être au contraire très bref. Alors, les questions ont été posées sur la plateforme citoyenne Ivry et moi, mon avis, mes idées. Et puis, j'ai un œil sur le fil des commentaires Facebook. Alors, vous m'excuserez hein, si j'en laisse passer, c'est pas facile, ça part un petit peu dans tous les sens, mais bon, je regarde, j'apprécie, par exemple, Yaya qui dit, bon, on dirait l'équipe du soir d'Olivier Ménard, bien voilà, ça me va droit au cœur, c'est une émission que je regarde, non, blague à part. Il y a des questions différentes sur lesquelles on reviendra au fil de notre, j'allais dire émission, mais oui, c'est un peu ça. D'une façon générale, également avec les interventions donc, sur la plateforme citoyenne, il y a, je dirais, des interrogations dans la perspective des nouvelles orientations du projet. Alors, vous nous avez donné déjà quelques éléments, mais les internautes s'interrogent, certains s'inquiètent aussi. Et pour les 3 parties prenantes, je vais avoir une question à laquelle je vais vous demander de répondre assez rapidement. Les internautes se demandent, par exemple, Romain Marchand, nouvelles orientations, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir en rabattre en termes d'ambition ? Et c'est ce qui me permet aussi de citer Ossine, qui n'a pas bien repéré les 4 ambitions, de la ville. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez les redonner ? Et je voulais aussi citer Valène à ce propos, qui nous disait droit à la ville pour tous et pour toutes, la transition écologique, l'équilibre habitat-emploi et le maintien d'un haut niveau de service public. Donc, qui a résumé finalement votre intervention. Mais en quelques mots, déjà, est-ce que la ville va devoir en rabattre dans ses ambitions avec ces nouvelles orientations ? En fait, c'est exactement tout l'inverse. C'est-à-dire que nous, ce que nous avons fait finalement avec cette démarche, c'est entendre un certain nombre de critiques légitimes qui étaient faites sur le projet. Et on le dit depuis longtemps, un projet urbain, notamment dans le cadre d'un projet comme Ivry Confluence qui s'étale aussi longtemps dans le temps, ne peut pas être figé une fois pour toutes en 2010 pour 10 ou 20 ans. Et donc, il est normal de le réinterroger. Et il est encore plus normal de le réinterroger quand on a été, comme on l'a dit, interpellé comme on l'a été par les habitants. Et donc, finalement, ce travail de réorientation, il ne se fait pas en partant d'une feuille blanche, parce que dans les critiques que nous avons entendues, nous n'avons pas entendu de remise en cause de ces grandes orientations politiques que j'ai déclinées tout à l'heure et qui ont été parfaitement résumées par cet internaute. Mais par contre, dans la manière dont nous l'avons mis en œuvre, dans la temporalité peut-être du développement de certaines choses, je pense aux équipements ou aux espaces publics, dans un certain nombre de partis pris urbains, il nous a semblé qu'il y avait effectivement des choses à réinterroger. Et donc c'est tout le sens de la désignation de cette nouvelle maîtrise d'œuvre et de ce nouveau travail. Mais c'est pas en rabattre sur les ambitions, c'est au contraire retrouver le sens des ambitions d'origine de ce projet qu'au fil des années, sans doute on avait un petit peu perdu. Et de la même façon, Anne-Mie, vous n'êtes pas un peu entre le marteau et l'enclume, entre finalement les ambitions d'un côté et puis les réalités économiques de l'autre ? Pas du tout. Non, on reste ambitieux. Notre projet est très réaliste et il va être très flexible. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'aujourd'hui, la ville, elle bouge vite. La vie, notre pratique urbaine, il bouge assez rapidement. Et on s'est tout dit entre nous, tout le monde, on sait qu'on doit être flexible. Le projet, il a des invariants et des variables. Et c'est comme ça qu'on le voit. Et puis, justement, dans la co-construction avec les habitants,
habitants, on a beaucoup de place. Le fait qu'on ait tous ces espaces publics, le fait qu'on peut parler du parc, avoir des zones qui peuvent être des prototypes des usages et des pratiques urbaines innovantes. La question au niveau des ivrinages, les programmations, qu'est-ce que c'est le cœur d'un îlot, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que les gens qui habitent autour d'abord, qu'est-ce qu'eux ils attendent, parce que ce n'est pas des choses qui sont uniquement pour ceux qui arrivent, mais c'est pour ceux qui sont déjà là. On est très ouvert à ça et je pense que ces ambitions-là, je ne vois pas de limite. Et comme je disais en introduction, c'est en parfaite corrélation avec ce qu'on se dit à la ville et avec la SADEV. Très bien, la SADEV justement. Est-ce que donc il y aura une présentation des nouvelles orientations du projet sans doute au premier trimestre 2021. Est-ce que vous pourriez nous dire en termes de programme, de reprogrammation, quelles vont être les étapes? Quelles sont les étapes? Fatima Moudi peut-être? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc actuellement on est en discussion avec les services de la ville sur cette reprogrammation, parce qu'on a vu que les ambitions, en tout cas la vision, le parti pris de la maîtrise d'œuvre a réinterrogé beaucoup d'éléments sur la programmation qui nous amène à une réorganisation spatiale du projet. On redistribue un petit peu les différentes fonctions urbaines qui sont l'habitat, le développement économique à travers le bureau et les bâtiments d'activité. On a vu sur les différentes slides qu'on va plus vers une mixité des fonctions. Et ça réinterroge tout simplement les équilibres équilibre financier de l'opération entre les recettes et les dépenses, parce qu'on doit toujours adosser à des propositions la question de la faisabilité économique d'un scénario de programmation urbaine. Et donc ces questions-là sont en pleine réflexion avec les services de la ville pour pouvoir justement aboutir à des arbitrages en fait, qui pourront se faire, comme vous le disiez, au premier trimestre 2021. Merci. À propos de ce que vous avez dit tous les trois, il y a une inquiétude qui revient souvent, qui est très partagée, c'est le rapport entre l'afflux de population et le niveau d'équipement public. Une inquiétude que la question de Christophe résume bien, je vais la lire, elle a été posée donc, sur la plateforme citoyenne. De nombreux logements sont en construction sur le quartier. Toutefois, à part de nouvelles voies, les équipements publics semblent peu anticipés, notamment en matière d'écoles et d'équipements sportifs. N'y a-t-il pas un risque d'engorgement dans les prochaines années? Romain Marchand, peut-être? Oui, je vais dire un mot là-dessus. Et puis Stéphanie et Alain, n'hésitez pas si vous voulez intervenir en complément de mes propos. Un projet d'aménagement, une ZAC, comme on dit, c'est justement fait pour faire coïncider la production de logements et d'activités économiques faire coïncider plutôt ce que ça génère comme besoin avec les équipements qui vont être produits, les espaces publics, les équipements publics, pour que l'on puisse répondre aux besoins qui sont générés par ces nouvelles populations qui arrivent. Et donc dans Ivry-Confluence, il y a ce qu'on appelle un programme des équipements publics qui prévoit au fil du temps la construction des équipements pour aller avec le développement de la ZAC. Et donc par exemple, pour prendre uniquement la question scolaire, il y a trois groupes scolaires qui sont prévus. Donc il y en a déjà un qui a été réalisé, un deuxième qui est en chantier, 4 me fait signe parce que dans les derniers ajustements, en effet, il y a des petites évolutions. Un deuxième qui est déjà en chantier dans la rue Galilée. Et puis donc il y aura encore des projets à travailler pour la suite. Il est vrai, et c'est peut-être le sentiment d'un certain nombre d'habitants du quartier vient de là, il est vrai, il faut le reconnaître, qu'on a été surpris par la vitesse à laquelle l'école Rosaline Franklin, qui est donc la première école livrée sur le quartier, s'est remplie. Il faut savoir que quand on fait ce travail-là, nous on se base sur notre expérience du taux de remplissage des écoles au fur et à mesure des livraisons. On a les services municipaux qui suivent de près ce qu'on appelle la démographie scolaire. Combien est-ce qu'il faut prévoir de classes au regard d'un certain nombre de logements qui se construisent. Et à peu près partout dans la ville, cette démographie scolaire, elle est suivie plutôt de bonne façon. Et c'est vrai que sur Rosaline Franklin, on a été surpris par la vitesse à laquelle cette école s'est remplie, sans doute en raison du fait que les familles qui sont venues s'installer étaient plus qu'ailleurs des familles avec de jeunes enfants. Et donc sans doute, ça a entraîné le fait que l'école s'est remplie beaucoup plus rapidement que prévu.
Et donc ça nous a amené à devoir déclencher de façon accélérée et plus vite que ça n'était prévu la réalisation du deuxième groupe scolaire. Donc on s'est fait avoir une fois. On sera vigilant, plus vigilant sur les prochains. Mais je veux rassurer tout le monde, les équipements publics sont bien prévus. Une crèche a déjà été réalisée, un gymnase associé au groupe scolaire. Il y aura également un gymnase avec le deuxième groupe scolaire qui sera un gymnase de taille plus conséquente de celui-là que le gymnase de Rosaline Franklin. Il y a des équipements de quartier aussi qui sont en programmation. Bref, tout est bien prévu pour que, je le disais tout à l'heure, on est dans ce quartier un niveau de services et d'équipements publics qui soit équivalent à ce qu'il y a dans le reste de la ville. Ce qu'il ne faut pas sous-estimer, et je termine d'un mot là-dessus, c'est qu'on part de presque rien. C'est-à-dire qu'on est dans un quartier de la ville dans lequel il y avait quelques secteurs habités, notamment autour de la place de l'Insurrection et du boulevard de Brandebourg, en allant plus vers Paul Vaillant-Couturier et les Fauconnières, mais dans toute la partie sud du quartier, on avait vraiment très très peu d'habitants et aucun équipement public. Et donc ce projet est en train d'amener des équipements publics là où il n'y en avait pas. Et c'est vrai que quand on part de zéro, la marche est toujours plus importante à franchir que quand il s'agit de développer un existant qui est déjà là. Merci Romain Marchand. Il y a beaucoup de questions sur la transition écologique et les espaces verts. Alors je vais vous les livrer un peu à la file et puis vous allez vous les répartir de façon à ce qu'on réponde à toutes les questions, mais que tout le monde ne répond pas à toutes les questions, sinon on va pas s'en sortir. Le temps va nous manquer. Donc transition écologique à laquelle Valérie est très attachée, mais il y a dans ce projet du béton partout, regrette Romy, tandis que Anne s'interroge sur la surface d'espace vert, Bernard sur la surface précisément du parc de la Confluence, et puis Bernard également pose une question très précise que je vous livre. Il faut que je la lise parce que je risque de me tromper, mais Bernard demande: avez-vous des échanges avec la ville de Paris, qui est un propriétaire foncier important, et avec la région, qui pourrait aider au financement des espaces verts? Elle l'a fait il y a 15 ans pour Saint-Ouen. Enfin, quid du pont au câble? Bravo pour votre travail, dit-il. Bon, voilà, j'étais dans la foulée de la question. Donc voilà, j'en oublie certainement. Il y a évidemment des questions sur le square Prudhon aussi, hein, auxquelles il faut répondre. Donc Florian, voilà, transition écologique, c'est l'affaire de Zefco. La question sur le béton, elle est légitime, mais je pense que ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que le travail qui a été fait depuis 1 an et demi, il vise justement à maximiser ce qu'on appelle le plein sol, c'est-à-dire les endroits où on a de l'eau qui peut tomber dans un sol, qui peut aller profond, dans lesquels il peut y avoir des racines, et pour permettre à la végétation de s'installer. Et ça, c'est un travail qui paraît simple sur le papier, mais qui, dans l'équation économique et on va dire d'une ZAC et l'équation du sol, où, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de sols pollués, c'est pas aussi évident. Et donc en fait, le travail sur les ivrinages, il vient de là, c'est-à-dire de l'idée de se dire il faut qu'on ait des grandes emprises de plein sol pour permettre à une vraie végétation de pousser. Donc je pense que Mathieu va pouvoir vous parler un petit peu plus en détail de comment ça se concrétise en termes de paysage. Oui, en effet, pour appuyer ce que tu viens de dire, il y a vraiment ce rapport et cette combinaison entre le sol, les végétaux et l'eau qui sont indispensables en fait, à créer ces espaces de fraîcheur et à retrouver ces espaces de biodiversité qu'on va essayer de recréer ici. Et l'ivrinage est vraiment, et ce qu'avait dit Maxime tout à l'heure, c'est vraiment cette ressource en fait, possible pour créer ça. Le parc est aussi forcément un relais. Alors la question était la surface. Aujourd'hui, les choses ne sont pas encore calées. Il faut encore qu'on arrive à avancer là-dessus sur des limites. On est plutôt entre 10 et 12 hectares, mais les choses ne sont vraiment pas du tout affinées. Mais voilà, en tout cas, comme on l'a dit, la volonté, c'est vraiment de retrouver dans les ivrinages, dans les lots privés, dans le parc, au maximum ce rapport de pleine terre qui est vraiment ça l'argument numéro 1. Je vous interromps à ce propos, ou c'est plutôt Anne qui vous interrompt. À propos du parc, il semble très mité par des habitations, bâtiments de bureaux. Qu'en est-il exactement ? Alors, le parc, on s'est en effet, comme on l'a soulevé au début, on s'est battu pour le libérer sur le front de Seine. Donc, c'était d'abord un bras de fer assez important pour vraiment libérer ça.
En effet, la limite du cours entre le cours et le parc est bâtie d'îlots dans la continuité des bâtiments du monde qui sont aujourd'hui en travaux. Mais pour nous, cette entité urbaine-là fait partie intégrante du parc pour les rapports qu'elle va entretenir avec lui, par rapport à ses rez-de-chaussée, par rapport à sa programmation et par rapport à ses gabarits aussi d'espace public qui vont le traverser. Quelle surface le parc, concrètement, on a une épaisseur de 100 jusqu'à 200 mètres au niveau du parc. C'est pas rien. C'est là où on a arrêté les opérations en cours pour ne plus construire jusqu'au bord des berges, mais juste de se reculer. Et quand on est au niveau du CPCU, on est à 200 mètres d'épaisseur de parc. Et le parc, il fait 12 hectares. Voilà, à peu près 12 hectares. Stéphane Juguet. Moi, sur la question de la transition, je ne voudrais pas non plus se laisser enfermer par la transition écologique. Je pense que la transition, elle est globale, elle se conjugue au pluriel, et les chocs auxquels on va être confrontés vont être violents. La transition, elle doit être économique, elle doit être sociale, elle doit être politique, démocratique, écologique, énergétique. Et je pense que c'est tout l'enjeu, il est là en fait. C'est comment ici, à Ivry-Confluence, on prend en considération l'ensemble de ces dimensions pour véritablement être résilient. Donc il ne faudrait pas séparer les choses et il faudrait vraiment avoir une vision écosystémique pour apprendre les choses. Ce qui est fait, en tout cas, en l'occurrence, dans la conscience du groupement, je crois. Le square Prudhon. Ah, la question, c'est où on en est. Ça fonctionne toujours, ça vaut la peine de taper dessus. Super. Non, le square Prudhon, les travaux sont finis. On est juste aujourd'hui bloqué techniquement par un raccordement à l'eau de ville, en fait, avec Veolia, qui permet de finaliser tout ce qui va être raccordé pour l'arrosage automatique. Donc c'est une question de quelques semaines. Voilà. Merci. Il y avait une question sur le travail avec la ville de Paris, la région, éventuellement, pour financer des espaces verts. Alors oui, la ville de Paris est un grand propriétaire foncier à Ivry, et pas seulement sur le secteur d'Ivry-Confluence, mais un peu partout dans la ville. C'est notre héritage de passé servant, de territoire servant de la capitale, où pendant des décennies, on a sorti de Paris toutes les fonctions qui n'étaient pas souhaitables pour les installer en banlieue. Donc on pense évidemment à l'usine du chauffage urbain qui est sur le site du parc, mais on pense aussi à l'usine du Sictom. Encore que l'usine du Sictom, elle sert aussi notre territoire, contrairement à l'usine de CPCU. Et puis on pense aussi à des sites plus anecdotiques en apparence, mais qui aujourd'hui servent à garer les camions poubelles de la ville de Paris qui vont ramasser les poubelles ailleurs qu'à Ivry et puis qui reviennent le soir dormir vide à Ivry. Donc on est en dialogue avec la ville de Paris depuis longtemps, et un dialogue sur des bases plutôt positives, puisque on a re-signé avec la ville de Paris au mois de février l'année dernière un protocole de coopération entre Paris et Ivry qui décline sur tout un tas de champs de politique publique. Et il n'y a évidemment pas que les sujets de foncier et d'aménagement, mais on y parle aussi par exemple de l'accueil des migrants avec le centre d'hébergement, on y parle de tout un tas de champs de politique publique qui nous intéressent. On y parle beaucoup d'écologie et d'environnement, puisque les ambitions de la ville de Paris en la matière sont très fortes. Et du coup, on s'est retrouvés, pour donner un exemple dans ce protocole, dans l'idée qu'il fallait que le terrain d'assiette du parc de la Confluence, sur lequel aujourd'hui il y a l'usine CPCU, qui est délégataire de la ville de Paris pour le chauffage urbain, pour que ce foncier puisse bénéficier, être remis gratuitement à la ville, de façon à faciliter son aménagement. Donc ce ne serait pas des subventions sonnantes et trébuchantes, mais ce serait une contribution financière non négligeable à la création d'un vrai poumon vert en bord de Seine qui bénéficierait à la population ivrienne, mais qui pourrait aussi bénéficier à beaucoup d'autres habitants autour d'Ivry. Donc on est en dialogue plutôt positif avec la ville de Paris. Après, le dialogue, c'est toujours aussi un petit peu du rapport de force, parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Mais ça, soyez certains qu'on est mobilisé pour tenir ce rapport de force.
Merci Romain Marchand. À propos du parc, je vous fais partager la remarque d'un élu à l'isolement ce soir comme Monsieur le maire, puisqu'il est qu'à contact, c'est Clément Péqueux qui devait être avec nous et qui précise, bonsoir, la configuration globale du parc et la programmation des équipements qui lui seront liés ne sont pas arrêtés. C'est tout l'objet du travail de préfiguration et de co-construction citoyenne présenté précédemment. Plusieurs questions sur le collège. Le collège Assia Djebar. Je crois que c'est important de le nommer. On l'oublie quelquefois. Assia Djebar est une auteure très importante, la première auteure du Maghreb à être entrée à l'Académie française. Il faut lui rendre justice et ne pas oublier de nommer le collège avec son nom. Donc, à ce propos, Magali se demande où on en est, donc évidemment, de ce dossier. La dépollution, qui va payer ? Pas de communication, regrette un autre internaute. Ce collège ouvrira-t-il un jour ? Alors je crois que Monsieur le maire en a parlé dans un récent mardi du maire et des élus. Peut-être qu'on peut avoir sur ce sujet le point de vue de la SADEF, qui est au premier rang dans ce dossier. Christophe Richard. Alors, le collège, c'est une affaire qui est effectivement bien compliquée. Ceci dit, c'est une affaire qui avance. D'ici quelques jours, quelques semaines tout au plus, on aura fini de retirer tout ce qui a été repéré comme traces et comme pollution. Voilà. Partant de là, ça laissera une année pour évaluer, continuer de faire des mesures en continu sur est-ce qu'il y a toujours des émanations, est-ce qu'il y a toujours une pollution qui remonte et qui poserait problème dans l'exploitation du collège. Voilà, ça, c'est la situation dans laquelle on est à date. Voilà, d'ici la fin de l'année, peut-être les 15 premiers jours de janvier, l'ensemble des pollutions repérées seront retirées. Et derrière s'ouvre cette période d'une année d'observation avec des mesures en continu et un nombre de mesures extrêmement importantes pour bien s'assurer qu'il n'y a plus de pollution résiduelle. Dès lors qu'on commencera à en être sûr, et ça c'est quelque chose qui est bien évidemment contrôlé par des organismes d'État, par de nombreux bureaux d'études, dès lors qu'on en sera assuré, les travaux dans un premier temps de comblement, puisqu'il a fallu aller rechercher des traces de pollution qui étaient sous une partie du collège, des travaux de remise en état, on va dire, commenceront. Alors, on ne voit rien se passer. Ben non, il faut avoir les yeux dessus parce qu'aujourd'hui, c'est quelques personnes qui interviennent, c'est quelques machines en nombre pas tellement important. On est dans du travail quasiment à la petite cuillère pour retirer tout ça parce que c'est compliqué d'aller rechercher ces quelques traces qui restent encore de pollution. Voilà où on en est. On n'a pas communiqué plus que ça parce que le travail est en cours. Alors, le travail a par ailleurs été assez fortement perturbé par les questions de confinement, par tout ça. Mais voilà où on en est. Et donc, si tout se passe normalement, dirais-je, et en assumant la responsabilité qui incombe à SADEV et aux entreprises qui ont travaillé pour elle, le collège pourrait ouvrir pas à la rentrée prochaine, mais à la rentrée d'après, le temps de bien s'assurer que tout est normal. Je précise enfin que de toute façon, il y aura des mesures permanentes qui continueront, je ne sais pas pour combien d'années, mais on s'assurera en permanence que cette pollution ne réapparaît pas, même si on en aura la certitude au moment où le collège sera ouvert. Stéphanie Delafoy.
Bonsoir à tout le monde. Oui, je tenais à préciser qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur au niveau de la municipalité et encore plus Alain Buch et moi-même qui sommes co-délégués, élus de quartier co-délégués. Et effectivement, il y a un calendrier qui est en place et on sera très, très attentif à ce que les choses avancent comme elles doivent et surtout à ce qu'on ait une idée très précise de ce qui va être mis en place aux différentes périodes et suivant les tests qui doivent être faits. Et on réfléchit aussi à une solution, on réfléchit déjà à une solution alternative. Nous, notre désir le plus impérieux est bien sûr que le collège ouvre dès la rentrée 2022, c'est ça, donc 2022, mais que les Ivriens, enfin les habitants d'Ivry-Port soient rassurés. Nous avons bien en tête que l'apport de population va nous obliger en termes de réponse au niveau d'un collège. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Magali, je crois. En tout cas, en tant que maman, sachez Magali que maman de collégien, ça m'importe aussi. Voilà. Romain Marchand, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, deux petits mots. Le premier, c'est parce qu'il y a une question à laquelle il n'a pas été répondu. Je crois que dans la question, il y avait qui va payer. C'est évidemment une question à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui parce que dans tout ce qu'a décrit Christophe Richard, il y a aussi des expertises juridiques et des batailles judiciaires à venir qui sont en cours et qui détermineront qui est responsable de cette pollution et qui doit payer. Il y a en principe dans ce pays un principe pollueur-payeur. Il est évident que ce n'est pas la ville d'Ivry qui a installé ces poches de mercure dans les sous-sols. Et j'en profite pour dire, puisqu'on parlait tout à l'heure de transition écologique, et c'est souvent quelque chose qui est passé un petit peu à l'oubli, c'est que tout le travail que nous faisons avec la SADEV de dépollution de ces sols, qui sont des sols pollués pas par la magie du Saint-Esprit, elles sont polluées parce que ces sols sont pollués parce que on a accueilli pendant des décennies toutes les industries, je le disais tout à l'heure, dont la ville de Paris ne voulait pas, qui ont servi à faire fonctionner la métropole, qui ont servi à développer l'économie du pays. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans nos projets d'aménagement, mais ce qui est vrai sur Ivry-Confluence, l'est partout dans la ville. Vous ne trouvez pas à Ivry un seul terrain dans lequel il n'y ait pas de la pollution, alors plus ou moins importante, pas toujours aussi forte que celle qu'on a rencontrée là, mais qui renchérissent de beaucoup le coût des constructions, que ce soit des logements, que ce soit des équipements publics. Et donc, tous ces coûts de dépollution qui sont menés, nous on milite aussi, on revendique le fait qu'il puisse y avoir à un moment donné un fonds national de solidarité pour aider les territoires qui sont comme nous, je le dis d'une certaine manière, sinistrés par cette pollution qui génère des surcoûts très importants. Et je termine d'un mot, quand on fait tout ce travail de dépollution, eh bien oui, on agit aussi pour l'environnement parce que ce qu'on retire, je peux vous dire que c'est mieux de l'avoir traité en décharge plutôt que de le garder dans les sous-sols. Et souvent, on ne lit pas dans les opérations d'aménagement que ce sont aussi des projets qui sont très vertueux sur ce plan-là pour améliorer la qualité des sols sur lesquels on habite. Merci Romain Marchand. Des questions à présent sur les transports et sur le désenclavement du quartier. C'est une question que pose en particulier un fidèle de ces émissions, Bruce Janeiro. Donc, comment va-t-on désenclaver ce quartier? Et des questions plus précises sur le TZN 5, donc le bus en site propre qui circulera depuis la bibliothèque François Mitterrand jusqu'à Choisy-le-Roi. 33 minutes, je crois, mais pour l'instant, il ne me semble pas qu'Île-de-France Mobilité ait donné de date de mise en service. Et ça, évidemment, les internautes s'en inquiètent. Alors si Clément Péqueux, qui a mis un commentaire sur le site, que je salue d'ailleurs, était là, il aurait pris en charge la réponse à cette question, à laquelle il a d'ailleurs aussi répondu à l'occasion d'un mardi du maire précédent. Nous sommes confrontés à un report de calendrier de la part d'Île-de-France Mobilité qui, pour le moment, nous annonce 2024, alors que la mise en service initiale était prévue en 2020. Ce n'est pas ni la ville d'Ivry ni la SADEF qui est responsable de ce report, puisque sur le territoire d'Ivry,
le site propre pour le TZN est réalisé de bout en bout, c'est-à-dire depuis l'entrée sur le quai Marcel Boyer. Alors sur cette partie-là, c'est le conseil départemental qui l'a réalisé, jusqu'à la sortie avec Vitry à travers la nouvelle avenue de l'Industrie. Et donc, pour nous, on est prêt à accueillir le TZN 5. Simplement, alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, le TZN 5, c'est un bus amélioré qui a le niveau de desserte d'un tramway, c'est-à-dire qu'il a un site propre, il a la priorité au feu et donc il peut transporter beaucoup plus de voyageurs qu'un bus normal et quasiment l'équivalent de ce que fait un tramway sans toutes les infrastructures qui sont liées au tramway. Et donc sur Paris et puis sur Vitry et Choisy, puisque le TZN doit aller jusqu'à la gare de RER de Choisy-le-Roi, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour que ce bus puisse circuler et donc ce report de calendrier a dû être annoncé. Nous avons quand même obtenu dans l'intervalle la création d'une nouvelle ligne de bus, la ligne 25, qui circule sur le trajet du TZN. Et nous avons fait la demande, puisqu'au début, elle circulait de manière très, très parcellaire, pas le week-end, sur des horaires très, très courts. On a fait la demande d'un renforcement. Et donc là aussi, c'est l'objet d'une bataille avec Île-de-France Mobilité pour améliorer la desserte. Et puis, on ne peut pas parler du TZN si on ne dit pas un mot quand même de la ligne 10 du métro, puisque nous sommes mobilisés. D'ailleurs, nous avons été, la ville d'Ivry, à l'initiative de la création d'une association qui s'appelle la Grande 10, qui a pour objectif de promouvoir le prolongement de la ligne 10 du métro. Dans cette association, il y a avec nous la ville de Paris, la ville de Vitry, le département du Val-de-Marne et le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Et donc, on est mobilisé pour qu'à terme, la ligne 10 puisse être prolongée d'Austerlitz jusqu'aux Ardoines, jusqu'au Grand Paris Express, pour desservir tout ce territoire et pour mieux le connecter à la fois au cœur de Paris, mais aussi à toute la région parisienne avec le Grand Paris Express. Vous répondez à une question posée par Alice qui signalait justement qu'il y a un an a été créée une association pour défendre le prolongement de la ligne 10. Il y a 4 ans. Bon, voilà. Il y a plus d'un an, dit-elle. Oui, effectivement, 4 ans, ça fait plus d'un an. Des questions un peu en vrac, mais il faut y répondre, même s'il est plus compliqué de les thématiser. Question de Magali, dont on a pris tout à l'heure une question aussi, que j'imagine aux premières loges, à propos des nuisances sonores de l'activité de ferraillage, Passe Prud'hon. La mairie proposera-t-elle dans l'année, elle vous met un peu la pression, un local adapté? Alors oui, je vois exactement de quoi il s'agit. On est en train de travailler à ce que les occupants de ce pavillon qui est mis à disposition d'un certain nombre de locataires, pas autant que ce qu'il y a d'occupants dans la maison, mais ceux avec lesquels ceux qu'on s'était engagés à accompagner puissent être relogés. Et donc effectivement, les activités de ferraillage à cet endroit-là vont cesser. Je veux dire quand même un mot là-dessus, c'est que ces activités de ferraillage, les personnes qui les font plus par nécessité que par choix. Donc évidemment, il est tout à fait compréhensible que pour les riverains, ça puisse être source de nuisance. Mais il faut quand même voir aussi que notre ville est traversée par toute une série de difficultés sociales. Les habitants de notre ville sont traversés par toute une série de difficultés sociales et qu'à un moment donné, les moyens de subsistance qui sont ceux d'un certain nombre d'habitants de notre ville, voilà, ils peuvent générer des nuisances, mais ils sont aussi la seule ressource que ces personnes ont pour pouvoir gagner un petit peu d'argent et se nourrir. On est les premiers à souhaiter que notre société fonctionne autrement, qu'il y ait moins de chômage, qu'il y ait moins d'exclusion. Ça renvoie évidemment à des choix politiques qui ne relèvent pas de la ville d'Ivry, mais on souhaiterait évidemment que personne ne soit obligé de conduire ces activités, mais malheureusement, on en est aussi là aujourd'hui. Juste ce que je voulais rajouter. Je pense aussi, Magali, que la question se pose du fait du confinement et du télétravail. Je pense qu'on a beaucoup de gens qui sont gênés par le bruit environnant la journée, parce que dorénavant, il y a beaucoup d'Ivriens qui travaillent de chez eux. Et pour le coup, je pense que ce problème de ferrailleurs n'en était pas un jusqu'à maintenant. Donc oui, il y a des activités qui existaient et qui existent encore, et on va tenter d'y apporter des solutions. Mais je pense aussi que c'est transitoire, dans le sens où
où on l'espère, on pourra retourner au travail assez rapidement. Et du coup, ces nuisances ne gêneront plus les Ivriens. Voilà. Merci. Question de Raphaël. Vous parlez de la mise en valeur du patrimoine. Pouvez-vous prendre en compte la situation des tours de l'ATM, enclavées entre deux boulevards routiers et un projet très flou de bâtiments? Elles ne seront plus visibles du parc, alors qu'au contraire, la perspective sud-ouest serait magnifiée par ce patrimoine. Peut-être la maîtrise d'œuvre? Je ne vois pas pourquoi elles seront plus visibles, puisqu'on les a rendues assez visibles. Mais on va regarder à nouveau nos modèles. Pour l'instant, tout ce qu'on présente en maquette et tout ce qu'on a fait, c'est des modèles martyrs. Parce que, comme on a expliqué une fois, la maquette, c'est notre crayon et notre gomme. Et puis, normalement, on est aussi quand même contrôlé par l'architecte des bâtiments de France, qui veille particulièrement que la perspective sur ces bâtiments ne soit pas masquée par autre chose. Et on les met plutôt en valeur en les mettant dans la trame végétale. Mathieu ? Juste peut-être pour compléter, en tout cas, quand on dit qu'elles sont comprises entre deux avenues, alors c'est qu'elles sont à l'angle de deux, mais la rue des Péniches, qui était historiquement derrière, sera sûrement déclassée, je pense, pour être intégrée au parc. Donc la rue des Péniches ne sera plus en soi un système viaire routier. Merci. Alors j'ai une question d'Abdel Malik. En fait, j'ai plus... il m'adjure de répondre à sa question sur la boiserie aux Fauconnières, mais je n'ai pas retrouvé la question pour être franc. Est-ce que ça dit quelque chose à l'un de vous? Imaginez-vous ce sur quoi vous interpelle Abdel Malik? Bon, je vais me plonger dans le fil des commentaires. Mais là, entre mon téléphone et la tablette, c'est pas facile. J'avoue que par moments, je suis un petit peu perdu. Boris, lui, s'inquiète de la place des jeunes et de l'emploi et se demande si, à l'occasion des nouvelles orientations du projet, justement, eh bien, il y aura davantage de choses à ce propos. Stéphane ? Pour commencer, il faudrait premièrement les écouter. Les jeunes, il faudrait peut-être aussi porter un autre regard sur les pratiques qui sont les leurs et sur les univers qui sont les leurs. Et je pense que ce territoire, effectivement, moi, pour le connaître depuis peu, parce que ça fait qu'1 an quasiment qu'on est sur ce territoire, en tout cas, ce qui me surprend, c'est la vitalité qui est celle de la jeunesse. Elle est présente, mais elle constitue souvent un angle mort. Et je pense qu'il faut qu'elle arrive notamment dans certaines filières, je pense à la filière du cinéma. Je suis très très surpris de voir la créativité qu'il peut y avoir dans ce secteur. Et il nous appartient aussi, dans le cadre du projet urbain, d'imaginer des services, des équipements qui puissent justement faire en sorte qu'ils aient toute leur place. Après, on l'a dit, il y a un territoire qui est fragilisé quelquefois, avec une population qui est paupérisés, comme on dit. En tout cas, c'est des gens qui n'ont pas forcément eu un cursus universitaire classique. Certains même sont des migrants qui se sont stabilisés et qui ont réussi à s'insérer et à s'intégrer dans la ville. Je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à concevoir des dispositifs qui permettraient de permettre aux gens de peu, à ces gens qui sont en fragilité, de retrouver de la ressource, en fait. Et c'est, là encore, une manière de refaire écho avec la notion de résilience, parce que la faculté de rebond, ces gens-là y ont aussi droit, quoi. Donc, il y a toute la filière aussi je pense, moi, je le vois, par exemple, sur la guinguette, j'étais très surpris de voir toutes ces initiatives qui se faisaient autour de l'alimentaire, et notamment dans les quartiers populaires. Je pense à Montmousseau, quartier du Plateau, où il y avait notamment une bande de copines qui me racontaient que pour survivre, entre guillemets, pour réussir à joindre les deux bouts, faisaient des petits plats qu'elles vendaient comme ça, un peu comme elles pouvaient, des petits plats qu'elles faisaient à domicile. Je pense que là, il y a une filière peut-être d'accompagnement, notamment autour d'une cuisine collective, qui permettrait à ces personnes-là de monter en compétences. Voilà, il y a donc des idées, il y en a plein, mais je pense que vous n'en manquez pas, les élus. Romain Marchand.
Non, je veux dire un mot là-dessus, même si c'est vrai que c'est pas forcément le propre d'un projet urbain on ne peut pas attendre d'un projet urbain qui règle toutes les questions de société, mais notre ville est une ville qui a une jeunesse extraordinaire, qui regorge d'énergie, et à chaque fois qu'on la met en situation de pouvoir exprimer ses énergies, on en est époustouflé. Le dernier exemple en date, c'était le budget participatif, il y a 1 an et demi, où on a vu un paquet de projets portés par des jeunes, des projets de très grande qualité, sur lesquels on est, en tout cas pour ceux qui sont lauréats, en train d'accompagner la mise en œuvre. Je pense aussi, quand on a fait les assises de la jeunesse il y a quelques années, à la suite de ça, on avait décidé de réorienter un petit peu un pan de notre politique en direction des jeunes, parce que historiquement, on a développé beaucoup de choses à Ivry pour accompagner les jeunes dans les loisirs, dans le sport, dans l'accès à la culture, dans l'accès aux vacances, qui sont évidemment des choses très importantes pour s'épanouir et se construire, mais finalement assez peu dans l'accompagnement au projet de vie. Et en réalité, on a mis en place des dispositifs, et notamment un dispositif qui s'appelle Ivry Motive, pour révéler ces talents de la jeunesse et essayer d'accompagner les porteurs de projets, en considérant que ce qui manque le plus aux jeunes de nos quartiers populaires, c'est pas les idées, c'est pas l'énergie ni les compétences, c'est souvent les relations, les liens avec que peuvent avoir les jeunes de familles aisées, on va dire, le lien pour faire le stage là où ça va bien quand il faut décrocher, le petit coup de pouce pour passer le permis quand c'est nécessaire. Et donc Ivry Motive, c'est un dispositif qui accompagne les jeunes dans cette démarche-là, pour leur donner, pour que la ville soit un peu leur carnet d'adresse et leur donne le coup de pouce nécessaire pour avancer dans leur projet. Donc tout ça, il faut qu'on arrive à l'irriguer avec les projets, notamment associatifs, de développement économique, qui sont portés dans nos projets d'aménagement. Mais c'est une question qui est posée à l'ensemble de la société de manière beaucoup plus globale. Oui, tout à fait. Conformément à votre ambition d'une ville pour tous, il y a aussi des questions à propos de la culture, de la place de la culture dans ce projet, et puis de la place également des personnes en situation de handicap. Ne les oubliez pas, nous prévient Fifi Brindacier, joli pseudonyme en l'occurrence. D'autres questions à propos du projet bureau Emerige. Marlène se demande s'il est abandonné, ou s'il le sera. Christophe Richard, Romain Marchand, on se fait pas de politesse. Allez. On peut se partager la réponse. Il y a effectivement un projet de bureau sur l'ancien site Cernam, qui est aujourd'hui à Berre. Ça a évolué au fil du temps. Le long de la voie ferrée, en face du collège Molière, en clair, sur lequel Emerige porte un projet effectivement d'immobilier tertiaire, qui a fait l'objet d'un concours d'architectes qui a été effectivement présenté à la population. Alors, avec le confinement, les dates sont un peu perdues, mais je pense qu'il y a 1 an à peu près, ou 1 an et demi, quelque chose un peu plus. Et donc ce projet n'est pas abandonné. Simplement, le travail se poursuit pour... et là peut-être que c'est Christophe qui précisera, mais pour s'assurer de la relocalisation des activités qui sont sur site. Il y a aussi encore quelques habitants qu'on est en train d'accompagner en vue de leur relogement. Et puis voilà, le promoteur de son côté, lui, travaille à trouver un utilisateur pour ce site. Et donc c'est tout ce travail qui est en cours, qui est un peu invisible pour les habitants, mais qui est en cours et qui devrait nous permettre de démarrer assez rapidement les choses sur ce secteur. Christophe Richard. En 2 mots, juste pour confirmer ce que vient de dire Romain Marchand, c'est un projet qui non seulement n'est pas abandonné, mais est susceptible de prendre même un tout petit peu plus d'ampleur. On est en train d'y travailler. Il y a de gros enjeux de maîtrise foncière, et sans rien révéler, l'objectif est d'avoir abouti à un projet qui soit construit dans l'année 2025. Alors, ça semble loin, mais on est fin 2020, il y a encore de la maîtrise foncière, il y a encore une attention, comme cela a été souligné, aux habitants qui sont encore sur site. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est important. Des procédures côté SNCF, puisqu'on est sur du foncier SNCF, qui sont éminemment complexes. Donc, c'est un sujet sur lequel la direction des affaires foncières de SADEF 94 travaille avec une grande énergie. Je veux revenir en 2 mots sur, au-delà de ces grands projets économiques
économique et tertiaire, sur la manière dont le projet est lui-même pensé. On ne l'évoque pas, et la maîtrise d'œuvre pourrait sûrement le faire, mais l'usage futur des pieds d'immeubles. Il y a une volonté aussi d'avoir, ça a été présenté dans des cartes, une mixité entre l'habitat, l'économique, le tertiaire, etc. Il y a aussi cette volonté, dans ces logiques d'ivrinage qui ont été évoquées, d'être en capacité, et il y a une dimension économique qui n'est pas facile à régler, d'être en capacité d'avoir des pieds d'immeubles qui ne soient pas que du commerce, qui soient aussi des lieux d'activité, de petites activités, des lieux d'artisanat, et probablement aussi, c'est encore plus compliqué, chacun comprendra pourquoi d'un point de vue économique, des lieux qui soient mis à disposition des acteurs, on va dire, de l'économie sociale et solidaire. C'est un vrai sujet. Je vois passer qu'il y a des questions qui se posent sur la densité de ces projets, sur la densité de l'opération d'aménagement en elle-même, même si on a insisté beaucoup sur ces questions d'espace vert, d'espace de pleine terre, mais cette capacité à fabriquer la ville qui soit sympa, qui soit avenante, qui soit accueillante pour tous, c'est beaucoup lié à ce qu'il se passe sur l'espace public. L'espace public, c'est des espaces verts, c'est des voiries, c'est des cheminements. C'est aussi ce qui se passe au rez-de-chaussée, en pied d'immeuble. Et selon qu'on a des activités, des choses qui sont agréables à fréquenter, qui sont dynamiques, qui mettent de la lumière en hiver, on n'a pas tout à fait le même espace public. Et le point de vue de SADEF, je crois, partagé par les opérateurs de ce projet, c'est de dire que si on veut être en capacité de fabriquer une ville dense, alors d'une densité maîtrisée, mais d'une densité qui permette de loger les habitants, qui permette de construire aux abords des dessertes, des transports en commun, il faut aussi fabriquer une ville qui soit sympa, une ville qui soit accueillante, et quelque part, on rejoint là la question également de l'économie. L'économie, ce ne sont pas que des grandes tartines foncières ou des immeubles de tertiaire, c'est aussi ce qui peut se passer dans ces pieds d'immeubles avec des emplois de proximité et avec des services de proximité. À propos des ivrinages, qui sont donc une des dimensions fortes de votre proposition urbaine, Anne-Mie. Alors c'est une tradition urbaine, donc les béguinages en tout cas et les ivrinages en sont inspirés, qui remontent à la fin du XIIe siècle, XIIIe siècle, dans le nord de l'Europe, en Flandre en particulier, et qui est encore très, très vivante. Mais il y a, je connais un peu la Flandre, d'autres habitudes de vie, et en particulier à l'égard de la vie en rez-de-chaussée. Est-ce que vraiment ça peut s'appliquer aussi facilement à la région parisienne ? Justement, je voulais revenir à ça. Dans une ville, on doit pouvoir travailler, on doit pouvoir faire ses courses, trouver les activités de proximité. Mais je pense aussi qu'on doit apprendre peut-être à y habiter. Et en fonction des typologies qu'on va mettre en place, on va proposer différents habitats possibles. Dans les ivrinages, il y a à la fois le cœur d'îlot, qui est très grand, et puis les rues adjacentes, et puis il y aura des venelles, et on va habiter dans des maisons de ville. On essaye de voir comment on peut trouver aussi des typologies différentes, qu'on puisse avoir par exemple une maison de ville en duplex, et ça veut dire que le rez-de-chaussée peut être un espace qui sait être un atelier ou est un lieu pour une profession indépendante, et on habite au-dessus, ou on habite carrément dedans. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Et justement, pour pouvoir ouvrir les esprits très larges et très grands, j'aimerais bien que tu enchaînes, Stéphane. On a quand même prévu avec la ville et la SADEF qu'il va y avoir une concert-action sur la compréhension de l'ivrinage, à la fois qu'est-ce que c'est ce paysage qu'on offre et qu'est-ce qu'on peut y faire, et c'est surtout à qui on s'adresse, pas simplement, comme j'ai déjà dit, à ceux qui vont habiter, mais aussi ceux qui habitent tout autour. Et qu'est-ce qu'on peut y faire ? Peut-être, Stéphane, tu peux enchaîner dessus sur ce qui est pour nous très important et assez rapide, la prochaine étape qu'on voudrait mettre en pratique avec les habitants. Oui, là tu évoques les ateliers qu'on a discutés, en fait. Effectivement, alors, on l'a dit en introduction, le contexte sanitaire n'est pas le plus simple, même si on a l'impression que ça se détend.
et qu'il faut qu'on arrive très vite à enclencher le pas. On doit se voir très prochainement avec les élus et avec la SADEV le 15 décembre, je crois, de mémoire, pour pouvoir un peu réfléchir à ces démarches. C'est avec les techniciens, excusez-moi, c'est pas avec les élus. Et effectivement, sur l'hivrinage, il y a cette idée de pouvoir réunir des habitants autour de 2 maquettes. Une première maquette qui ne renverrait que à des usages, parce que ces hivrinages doivent supporter des petits commerces, des parcs, des équipements de loisirs. Et l'idée, c'est vraiment non pas de partir sur des volumes, mais vraiment de partir sur des pratiques. Et ces pratiques-là renvoient d'ailleurs à cette notion de ville en transition. Donc l'idée, c'est déjà d'engager un débat autour de cette maquette qui renvoie à des usages pour essayer de voir comment on peut piocher ce qu'on aimerait transposer dans un îlot concret, en l'occurrence l'îlot qui est en face de la miroiterie qu'on appelle communément le BHV. Mais l'idée, ce n'est pas de se raconter une belle histoire. L'idée pendant cet atelier, c'est aussi, nous on appelle ça du design friction, c'est-à-dire de se raconter une histoire fictionnelle, mais frictionnelle aussi, parce qu'on l'a vu, la ville, elle est faite de conflits, d'usages. Et puis, il y a cette idée aussi qu'on pourrait très vite avoir tendance à créer juste un îlot qui ne conviendrait que à ceux qui habitent vraiment à proximité, alors que tout l'enjeu, c'est d'en faire un équipement livrinage ressources pour tout Ivry-Port potentiellement. D'où l'idée de travailler aussi sur cette ville en réseau, avec plusieurs polarités, pour vraiment essayer de pas créer une fracture entre ceux qui habiteraient dans le faubourg ancien et qui viendraient se confronter en fait à cet équipement ou à ce quartier, alors qu'il n'en est pas un d'ailleurs, hein, mais qu'on appelle Ivry Confluence. Donc voilà, il y a le souci vraiment d'engager une réflexion rapidement avec les habitants parce qu'on a besoin d'eux et que les usages et que leur expertise qui renvoie à leurs usages, à leurs pratiques de la ville puissent venir nourrir le projet. Les urbanistes, je crois, en ont besoin, c'est ça. Et les promoteurs aussi. Alors peut-être quelques dernières réflexions, hein, indépendamment des questions dont on a fait. Alors certainement que des questions m'ont échappé et je vous prie encore une fois de m'en excuser. Mais bon, on en a posé beaucoup. Il reste encore quelques questions précises qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder. Mais je ne voudrais pas qu'on termine cette réunion qui est un point d'étape, hein. Nous sommes en route vers de nouveaux échanges en début d'année, de la concertation au sein des îlots. Et puis évidemment donc la présentation au cours d'une réunion publique des nouvelles orientations lors de ce premier trimestre 2021. Et je ne voudrais pas qu'on termine cette réunion sans que les différents acteurs soient frustrés de ne pas avoir pu développer l'un ou l'autre aspect. Je pense à vous qui venez de Lyon, par exemple, que vous ayez fait le voyage pour rien, mais en tout cas en oubliant des choses en route, ça m'embêterait. Je ne suis pas venu pour rien, je suis très content d'être venu et d'être là. J'espère. Non, mais je pense qu'on a peut-être d'ailleurs répondu un peu vite à la question, enfin pas vite, mais on n'a peut-être pas été au bout sur la question du sol tout à l'heure, et c'était aussi pour assurer la personne qui a posé la question là-dessus, sur la disponibilité des sols d'une ville qui n'est pas une ville tout béton. Pour être un peu plus précis et presque technique, mais aujourd'hui la ville déjà impose pour les lots privés, donc pour les promoteurs, d'avoir une surface végétalisée pondérée qui impose déjà une notion de la nature dans l'îlot. Et nous, à ça, on rajoute dans les prescriptions un vrai rapport à la pleine terre. Donc c'était un petit point technique qu'en effet j'aurais été frustré de ne pas le rajouter. C'est quoi là, on a vraiment cette vigilance sur les lots privés qui sont souvent les plus contraints d'imposer cette pleine terre. Et nous, de fait, dans l'espace public, on sera extrêmement attentif à ça, comme disait tout à l'heure Florian, sur la dimension de l'eau, du sol et des végétaux. Et je rejoins du coup aussi les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure. L'espace public, ce n'est pas que du béton et ce n'est pas que du verre, c'est aussi les usages. Et donc c'est là où je rejoins totalement ce qui a été dit jusqu'à maintenant. On est très en attente des discussions qui vont être initiées sur BHV, mais aussi sur le parc, mais aussi sur tout le reste de la ville, parce que ce n'est pas que ça, l'espace public à Ivry, pour bien sentir toute la question des usages, de programmation ludique ou sportive, qui sont sûrement aujourd'hui une vraie attente des habitants aussi. À propos de la concertation ou de la concertation, il y a Marlène qui a quand même quelques doutes, qui se demande s'il ne faudrait pas un dispositif pour une vraie concertation
concertation, dit-elle d'ailleurs, considérant que le lot 4E, je crois que c'est celui qui correspond à l'ancienne usine élévatoire, vient d'être attribué. Et je pense, et je crois que c'est le point de vue d'Urbanic aussi, qu'il n'y a plus beaucoup de place pour la concertation avec les habitants. En fait, ce qui est compliqué sur cette question de la concertation, là, il y a plusieurs questions. Il y a une première question qui est la question de la gouvernance, qu'il faut qu'on engage, qui est justement la question du cadre qui supporte cette concertation. Et derrière cette gouvernance, c'est aussi le pouvoir qu'on attribue aux habitants pour qu'ils puissent ou pas infléchir les orientations. Si on est véritablement dans la co-construction, c'est ça. C'est bien cette histoire de leur donner une marge de manœuvre pour qu'ils puissent infléchir le projet. Sauf que le projet, il a sa propre irréversibilité, il a son propre tempo. Donc, ce qui est compliqué, c'est à quel moment on les fait intervenir. Si effectivement on les fait intervenir en bout de chaîne, c'est mort. Les irréversibilités, les décisions sont déjà prises, et là, on ne fait plus que de l'habillage. Si effectivement on arrive à faire intervenir les habitants très en amont, pour qu'ils puissent véritablement contribuer à la définition de l'orientation du programme, là, on a véritablement une concertation qui est efficace et qui ferait que les habitants aient le sentiment de se sentir concernés. Donc, il y a malheureusement un certain nombre de programmes qui sont déjà lancés, qui sont arrivés à une certaine forme de maturité. D'autres, par contre, j'ai le sentiment en tout cas, vont sortir de terre. Et moi, l'enjeu qui est le mien, c'est à la fois de pouvoir les associer très en amont pour qu'ils puissent venir nourrir le programme et le projet urbain. Et au-delà de ça, c'est aussi d'élargir la notion de concertation pour pas qu'on ne reste que à ce format d'atelier. Je crois qu'il est important aussi de sortir dans la rue et d'aller voir des personnes qui ne s'expriment pas à travers les formats d'intervention classiques, parce qu'eux aussi ont droit à la parole et on les entend peu. Donc comment on redonne de la voix aux sans-voix, comme on dit communément dans nos métiers, et ça me touche beaucoup. Donc voilà, je ne voudrais pas enfermer la concertation que sur la question d'un programme, d'un atelier. Elle est bien plus large que ça. Merci. Peut-être Romain Marchand, Stéphanie Delafoy, et puis on va peut-être conclure autour de cette question. Ça nous invite à la suite d'ailleurs. Stéphanie, on donnera la parole peut-être à Romain ensuite. D'accord. Donc pour répondre à Marlène et dans la suite logique de ce que tu dis, Stéphane, effectivement, il est important que la population soit associée aux décisions qui vont être prises, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra... Parce que vous parliez d'usage, il y a des usages et puis il y a des usagers. Effectivement, c'est vrai que ces usagers doivent avoir voix au chapitre. Et je te rejoins complètement. À un moment, ce qu'on veut, nous, c'est qu'un maximum d'habitants d'Ivry-Port prennent en main ce projet, et pas seulement les gens concernés. Et effectivement, il faut pouvoir aller, par exemple, dans les maisons de quartier, je pense, dans les écoles, pour que les enfants puissent eux aussi être associés à ce projet, dans les maisons de jeunes, les antennes jeunesse, même dans les entreprises aussi, parce que les gens travaillant à Ivry vivent la ville aussi. Le midi, ils sortent, en été, ils se baladent. Et c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut intégrer un maximum de personnes lors de ces concertations, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à un résultat qui plaira au plus grand nombre. Voilà. Merci Stéphanie. Alors on l'a bien compris, il ne s'agit pas de conclure véritablement, mais simplement peut-être d'apporter le mot de la fin à notre réunion ce soir. Romain Marchand, en l'absence du maire, c'est au premier adjoint peut-être qu'il revient d'avoir le dernier mot ce soir. Oui, avant de conclure, mais comme souvent à Ivry, la réunion ne va pas se conclure, la discussion se poursuivra. Sur la question de concertation, c'est vrai qu'on se cherche quasiment depuis le début du projet. On a expérimenté plein de choses différentes sur Ivry Confluence pour associer les habitants du mieux qu'on pouvait.
avec parfois la recherche en permanence d'une clarification la plus nette possible entre qu'est-ce qui relève de l'information, de la concertation, de la co-construction. Et moi, je considère qu'en réalité, il n'y a pas forcément de frontières étanches entre toutes ces notions. La meilleure preuve, c'est que vous voyez, la décision que nous avons prise à un moment donné de changer l'équipe de maîtrise d'œuvre, elle résulte d'un moment de dialogue avec la population où cette question-là n'était pas directement posée, c'est-à-dire qu'on n'avait pas fait une concertation en disant est-ce qu'il faut changer ou non la maîtrise d'œuvre. On avait fait une concertation sur un dialogue sur la ville, comment elle va, comment va le quartier, etc. Et donc, ça a quand même été un moment fort où les Ivriens ont eu de l'influence sur la conduite du projet, parce que c'est directement leur parole qui a conduit à prendre ce tournant très important dans la conduite du projet. Donc, je pense que en étant comme ça dans un relationnel permanent avec les habitants, que ce soit sur des petits îlots, sur des sujets thématiques, sur le projet dans son ensemble, on est en permanence en train de le réajuster en tenant compte de ce que vous dites. Et il y aura plein de sujets pour continuer à dialoguer dans les semaines et les mois qui viennent. Je l'espère sous des formats plus humains et plus chaleureux que celui-là. On aura des sujets qui sont liés aux espaces publics et à leurs usages, certains sujets que Stéphane a évoqués. Marlène, je crois savoir qui se cache derrière ce prénom, a évoqué l'îlot 4E. C'est vrai qu'on a continué, et la SADEV a continué à travailler pendant le confinement, dans une période où il était impossible de faire des ateliers et de faire des présentations de projets comme on en avait pris l'habitude. Il y a eu ce projet de Studio Kremlin qu'on a même dû présenter sous un format un peu nouveau de vidéo sur Internet pour pouvoir le présenter avant le dépôt du permis de construire. Il y aura des moments de discussion sur 4E. Ça n'empêche pas qu'il a fallu continuer à avancer. Christophe Richard essaye de me dire quelque chose, mais je ne vois pas exactement ce qu'il a écrit. Oui, il y a des impatiences. Oui, bon. Donc voilà, on aura des occasions de continuer à dialoguer. En tout cas, il y a une chose qu'on ne renie pas et qu'on ne reniera pas, c'est qu'à toutes les étapes importantes, petites ou grandes du projet, il y aura ces moments de dialogue pour pouvoir confronter ce que nous faisons, ce que font les professionnels, la maîtrise d'œuvre, ce que fait l'aménageur avec la parole des habitants. Et puis peut-être un dernier mot pour appeler aussi à continuer le débat. Il y avait ce soir la présentation des partis pris d'aménagement de la maîtrise d'œuvre urbaine. On a dit un mot, même si on ne l'a pas beaucoup développé, sur le travail de modification de la programmation du projet qui est en cours, qui se modifie sous l'effet du travail de l'équipe de maîtrise d'œuvre, qui se modifie aussi parce que le contexte économique autour du projet a changé et qu'il faut rééquilibrer un certain nombre de choses. Le débat peut se poursuivre de ce point de vue-là aussi sur la plateforme Ivry et moi, après la présentation de ce soir, après les premiers échanges et tout ce qui sera envoyé comme contribution, on en tiendra compte dans la perspective effectivement d'atterrir, entre guillemets, de prendre des décisions au premier trimestre de l'année 2021. Donc on aura d'ici là l'occasion, dans un format de réunion publique, encore une fois, je l'espère en vrai présentiel, on aura l'occasion de reconfronter des propositions plus précises une fois qu'on aura avancé avec l'aménageur, avec l'ensemble des services municipaux, avant que les décisions soient entérinées par le conseil municipal. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis ce soir, et puis à bientôt. Merci Romain Marchand, merci à tous, merci à vous qui nous avez suivis en direct pendant presque 2 heures. Nous arrivons donc au terme de cette rencontre qui, j'espère, vous aura éclairé, en tout cas qui nous rend tous très impatients pour la suite. Je n'ai pas pu me faire l'écho de toutes les questions posées et je m'en excuse encore, notamment auprès d'Élise qui se déclare très frustrée à cet égard. Mais bon, l'avantage du fil Facebook, c'est qu'on va pouvoir reprendre tous les commentaires, donc aucune remarque n'est perdue. Donc merci d'avoir participé à cette réunion publique dans un format qui se cherche encore un petit peu. J'espère que vous en avez été satisfait. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Vous n'avez pas rendez-vous demain avec le maire pour son mardi du maire et des élus, puisque donc il est en confinement isolé, puisque cas contact, mais pas malade, mais vous le retrouverez pour le mardi du maire et des élus le 8 décembre. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente soirée.